Bonjour, c'est Vincent pour Jour après jour by D-Day Live. Donc, nous arrivons au matin du 6 juin 1944 sur Utah Beach. Les premières vagues sont constituées par la 4e division d'infanterie qui nettoie Utah Beach en 3 vagues. Et ensuite débarque le 1er bataillon du 359e régiment d'infanterie. Donc le débarquement se fait plutôt dans l'ensemble très bien, excepté qu'ils sont largués vraiment assez loin de la plage, avec de l'eau jusqu'au cou, avec tout l'équipement sur le dos. Et beaucoup de gars ont eu la tête sous l'eau par le poids et la hauteur de la marée. Donc ils ressortent sur la plage, encore soumis aux tirs d'artillerie et de mortier de la part des unités allemandes présentes sur le secteur. Donc il y a très peu ou pas de pertes le 6 juin, si ce n'est par exemple le soldat Atkinson qui est enterré aujourd'hui à Colville, qui est le premier soldat de la 90e tué en Europe, donc le 6 juin 1944. Il faisait partie de la compagnie M, exactement, donc le 3e bataillon du 359. Donc c'est vraiment le premier tué officiel de la division. Pour vous replonger dans les conditions du 6 juin 1944, on va reprendre le témoignage de Milton L. Staley, qui était sergent dans la section lourde de la compagnie L du 359e régiment d'infanterie. Donc 3e bataillon qui débarque à H+175 sur Utah Beach. Donc Milton a une histoire un peu particulière parce qu'il est engagé en 1942 et il participe d'abord aux opérations du Pacifique. Donc il est envoyé dans le Pacifique, il débarque à Guadalcanal, il y attrape la malaria, il est rapatrié aux États-Unis, remis sur pied, renvoyé en Angleterre et là il intègre la 90e division d'infanterie. Donc je vais vous lire un peu son témoignage parce que Milton est décédé malheureusement depuis. Donc le témoignage qu'il m'a remis, et c'est une petite lettre, traduite bien sûr, en français, et que je vais vous lire tout de suite. Début mai 1944, j'arrive dans le nord de l'Angleterre, puis je rejoins Plymouth dans le sud. Ce sera la première ville détruite par les bombardements que je verrai. Peu de temps après mon arrivée à Plymouth, je suis transféré à bord de camions dans un camp qui ressemblait à une ville de tente. Bien qu'ayant, entre guillemets, élu domicile, j'y passerai peu de temps. Un jour, je réussis à obtenir un pass pour Plymouth avec des camarades et nous y ferons un tour à bord d'un bus à 2 étages. Nous quitterons le camp peu de temps après et ça sera aussi la dernière fois que j'aurai le droit à un bon repas. Dans ce nouveau camp, on ne travaille pas beaucoup, on fait de courtes marches, quelques exercices et nous passons notre temps à manger, dormir et attendre. Les repas étaient pris dans une grande tente, mais un jour, on nous dit que nous ne pouvions plus quitter le camp. Et nous restions dans la salle du mess où des gardes étaient stationnés. Je me posais la question de savoir ce qu'il se passait. Au 2 juin, entre parenthèses, une journée que je sentais mal. On nous rassemble près de la grande tente. Le général Bradley est venu nous parler pour nous annoncer que nous allions être de l'invasion en Normandie et de la fierté que nous devions avoir d'être impliqués dans une des plus grandes pages de l'histoire. Beaucoup d'entre nous étions étonnés et n'auraient jamais pensé que nous serions dans les premiers à débarquer lors de cette invasion en Normandie le jour J. Dès ce jour, la sécurité du camp commença à s'alourdir. Les gardes étaient partout. Nous étions prévus de débarquer à H+6, soit 6 heures après le début du débarquement. Quand nous avons appris cette nouvelle, beaucoup d'entre nous ont ri en pensant que des petits gars comme nous allaient prendre part à une si importante opération. J'ai appris quelques semaines plus tard que jamais personne n'avait divulgué cette opération dans leur famille. Nous nous sommes dirigés à bord de camions vers le port de Torquay le 2 juin 1944, un vendredi si je me souviens bien. Et nous avons embarqué dans un LCI, pour ma part le LCI 552, avec des éléments du 3e Medical Bataillon et bien sûr du 3e bataillon du 359. Chaque compagnie avait été embarquée dans leur propre navire. Et les seules autres personnes à bord étaient les membres d'équipage. Chaque navire, comme j'en ai les souvenirs, avait un grand ballon de barrage, probablement pour se protéger de l'aviation ennemie et aussi pour se repérer les uns aux autres dans la nuit. Nous avons quitté le port de Torquay à bord de notre LCI le lendemain pour nous trouver une place dans le convoi, puis nous nous sommes ancrés avec des centaines et des milliers d'autres navires de tout genre.
À bord, nous lisions, nous mangions, devant cette étendue d'eau couverte de navires de toute taille. Le dimanche, un chapelain est venu à bord pour tenir son office. Moment de tranquillité pour nous, mais aussi moment de réflexion. Le lendemain, on nous apprend que le D-Day est reporté d'une journée. Autant que je m'en souviens, les parties de cartes et les discussions entre nous nous permettaient de passer le temps et nous changeaient les esprits devant l'ampleur de la mission qui nous attendait. Plus tard dans la soirée, nous avons mis le cap à travers la Manche. Et lorsque nous nous sommes réveillés le matin, pour ceux qui ont pu dormir, nous étions ancrés en pleine mer et nous avons entendu les bombardements et vu les obus tirer tout autour de nous. Avec la lumière du jour qui se levait, j'ai pu voir tous les navires autour de moi. C'est la vision la plus impressionnante que j'ai jamais eue et je me souviendrai toute ma vie. Autre chose que je n'oublierai jamais, ce sont les avions tractant les planeurs et ceux qui mitraillaient la zone de débarquement. La fumée qui recouvrait la plage et la pensée qui traversait mon esprit que nous allons devoir traverser bien sûr cette plage. Je ne me souviens pas avoir eu très peur, bien que nous voulions tous foutre le camp de ce LCI avant qu'il ne soit détruit. Plus tard, le LCI se déplace vers une zone plus proche de la rive pour débarquer nos hommes. Mais nous n'étions pas assez près de la plage car la mer montait et la plupart de nos gars étaient dans l'eau, jusqu'au cou, ce qui rendait la progression difficile et nous étions cloués au fond de l'eau avec tout notre équipement lourd, les mitrailleuses, les mortiers, les munitions, les field packs, etc. La plage a été sécurisée par des troupes avant nous. Nous nous sommes donc allongés sur le sable fin, ce qui ne durera pas longtemps car des snipers nous tiraient dessus et des tirs d'artillerie se rapprochaient de nous. Nous avons quitté la plage et nous nous sommes regroupés vers la sortie quand 2 chars américains se montrèrent et nous ont dit qu'environ 300 soldats allemands étaient dans un bosquet d'arbres à proximité et nous ont dit d'aller les chercher. Comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait pour moins que ça, des hommes sont montés sur les chars et quelques mètres après, un des chars toucha une mine et les hommes s'envolèrent avec le char qui finit sur le côté dans un fossé. L'autre tank fit demi-tour et la décision fut prise d'abandonner la mission. Le début d'une des nombreuses frayeurs pour nous, nous avons fini dans un bosquet et y avons passé la nuit. Nous étions trempés, il faisait humide et après avoir creusé nos foxholes, nous avons passé une nuit assez calme, bien qu'il y avait encore beaucoup d'activités autour de nous. Bombardements, artillerie, sniper. Juste pour en revenir sur la partie 6 juin pour les passionnés d'uniformologie, on va reprendre quelques petits détails sur l'équipement. Donc à savoir que nos taufs ambreuses du 6 juin sont habillés pantalon moutarde, chemise moutarde, la veste M41 et par-dessus pantalon HBT, chemise HBT, donc imprégné de produits anti-gaz, donc un produit bien graisseux, bien gras et qui irrite beaucoup des gars, notamment avec le contact de l'eau de mer. Ils ont tout l'équipement propre au débarquement, donc la bouée de sauvetage, le havre-sac, quelques-uns ont des gilets d'assaut, donc c'est pas connu, mais quelques-uns ont des gilets d'assaut. Au niveau insigne, il n'y a pas de patch visible, ou très peu, comme ils sont sur la M41 qui est sous la HBT. Et au niveau des insignes de casque, alors ça c'est pour faire taire un peu toutes les rumeurs, ce n'était pas une obligation. Donc on en voit quelques-uns, mais ça dépendait du commandant de compagnie. Et la plupart ont interdit les insignes sur les casques pour éviter d'être visibles. On en voit quelques-uns parce qu'il y a toujours des réfractaires, mais c'est pas non plus une généralité. Donc nos gars, imaginez débarquer, donc ils ont entre 18 et 20 ans, ils ont passé 5 jours en mer, ils sont trempés, ils sont malades, et ils arrivent sur Utah qui est rempli de cadavres, de gars de la 4e, de véhicules brûlés, sous l'artillerie, donc imaginez un peu la frayeur qu'ils ont pu vivre. Donc nous arrivons donc le 6 juin au soir, à peu près vers 22h, l'ensemble du 1er et 3e bataillon du 359 a débarqué à Utah Beach. Donc, ils ont appelé ça le Combat Team 9, donc rattaché à la 4e division d'infanterie. Donc ils se dirigent, ils suivent la 4e en fait en réserve au cas où les éléments de la 4e aient besoin de renfort. Donc, ces premiers éléments de la 90e débarquent à Utah sont vraiment des renforts et aussi des repérages pour le reste de la division qui débarquera les jours prochains.